écoutez, je vous propose qu'on puisse débuter. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir aujourd'hui à Angers pour une conférence qui sera animée par deux conférenciers que je remercie d'ores et déjà, Kevin Frisquet et puis Victor Loiseau, conférenciers du Shift Project, qui nous feront finalement le plaisir d'être parmi nous, le plaisir de venir partager avec nous leurs connaissances, leurs expériences en matière en lien avec cette conférence, une conférence qui nous offrira aussi, à nous communauté, la possibilité d'échanger, de débattre et de discuter finalement de la manière dont concrètement nous pouvons intégrer ces enjeux environnementaux et sociaux dans notre établissement, dans nos formations, dans nos recherches. Vous savez, ce n'est pas forcément un coup que je vais l'apprendre, l'enseignement supérieur et la recherche ont toujours été un moteur en matière de changement, en matière d'innovation, et face aux défis environnementaux et sociaux, je ne doute pas que l'ESR va continuer à être et à tenir ce rôle moteur. Le rapport de la Cour des comptes de décembre dernier, commençons comme ça, j'étais à peu près certain de vous faire plaisir. Ce rapport de la Cour des comptes soulignait que les établissements de l'ESR occupaient une place spécifique dans les transitions et qu'ils avaient, à ce titre, un rôle majeur à jouer. Il est clair effectivement que, représentant près de la moitié finalement des opérateurs de l'État et accueillant un très très large public, nos établissements évidemment ont un impact environnemental substantiel. Et différentes initiatives ont d'ores et déjà cours et permettent de réduire nos impacts, et l'Université d'Angers en est une illustration. Mais notre défi, il n'est pas seulement de venir réduire notre empreinte écologique, il va être aussi de produire, d'adapter et de diffuser les connaissances qui sont nécessaires à la réussite des transitions. Nous avons ce devoir de former des générations de personnes conscientes des défis environnementaux et sociaux, capables de proposer des solutions qui soient durables et des solutions qui soient éthiques. The Shift Project nous rappelle que le changement climatique et les enjeux sociaux ne sont pas forcément que des problèmes à résoudre, mais ce sont aussi un certain nombre d'opportunités qu'on peut saisir. Et nous, université, nous avons justement de nombreux atouts pour pouvoir saisir ces opportunités et relever les défis. En intégrant ces enjeux dans nos cursus, en se structurant collectivement de façon à intégrer ces enjeux dans nos activités de formation et de recherche, nous préparons nos étudiants, et nous préparons également à être des acteurs du changement dont notre société a finalement énormément besoin. Au travers de nos missions, nous permettons à chacun des membres de notre communauté de devenir des citoyens qui sont engagés et des citoyens qui sont responsables. Nous menons, et ne l'oublions pas, des recherches qui sont novatrices et qui viennent éclairer les problématiques sociétales et les problématiques environnementales. Nous avons cette chance, à l'Université d'Angers, mais aussi dans toutes les universités, de pouvoir faire communauté et de pouvoir unir nos forces pour contribuer à la création de connaissances qui, justement, pourront guider les politiques et les pratiques vers un avenir pour qualifier le plus durable. L'université d'Angers en particulier est une force transformative. En formant nos étudiants, mais aussi nos personnels, et cette conférence vous est justement dédiée, à penser de manière holistique, à considérer l'impact de l'heure, de nos actions sur la planète et sur la société, nous allons sans doute contribuer à notre échelle à forger un avenir qui soit meilleur. Alors je vais citer Bergson, c'est mon côté un peu prof, je suis désolé, je vais le prendre. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Alors n'attendons pas car il y a une urgence, faisons. Et pour ce faire, je vous propose d'accueillir Kevin et Victor pour cette conférence. Merci à toutes et à tous. Merci François. Merci François, merci à toutes et à tous d'être présents ce matin. Merci pour cette invitation de vous présenter la réflexion du Shift sur l'intégration des enjeux écologiques et sociaux aux formations d'enseignement supérieur. Ça nous fait très plaisir d'être avec vous ce matin. Mon nom est Kevin Frisquet, donc je suis chef de projet en charge des sujets d'enseignement supérieur en gestion et finance au sein du Shift Project. Je suis co-auteur des rapports ClimaSup Business et ClimaSup Finance, et je suis également ancien consultant en stratégie. Je suis assuré que je vais présenter. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Victor Loiseau, je suis consultant en transition écologique, membre des Shifters, et je copilote une équipe de Shifters qui travaille sur la transformation de l'enseignement supérieur en appui du Shift et pour diffuser les travaux et les idées du Shift Project sur ces sujets. Alors, avant de commencer la présentation, j'ai envie de vous demander, parce que
sais qu'il y a un certain nombre de shifters dans la salle, mais qui parmi vous connaît le Shift Project? Ok, bon, super. Wow. Qui d'entre vous a eu l'occasion de lire au moins le résumé au décideur, le petit sommaire exécutif, là, du début d'un rapport du Shift Project, que ce soit Climat Sup Climat Sup Business, Climat Sup Finance, ou voire autre? Bon, super. Alors, je vais aller rapidement sur la partie présentation du Shift. Le Shift, c'est quoi? C'est une association loi 1901 d'intérêt général qui a été créée il y a une dizaine d'années par Jean-Marc Jancovici, et dont la mission, c'est d'éclairer et d'influencer le débat sur la transition énergétique. Donc nos membres, ce sont presque essentiellement des entreprises, on a quelques organisations publiques, des entreprises donc, qui ont mis au cœur de leur stratégie cette transition énergétique. On est le lobby, finalement, de cette transition. On a des entreprises qui nous financent, il y a des entreprises qui financent un projet en particulier, ce sont les sponsors de certains projets. À côté de nous, il y a une association seule qui s'appelle les Shifters, dont Victor est un représentant. Et les shifters, on a plus de 20 000 bénévoles aujourd'hui. Donc, il y a des shifters en juin, il y a des shifters parisiens en France et à l'international également. Et notre rôle, c'est de travailler en support du shift aussi pour aider parfois dans des supports opérationnels sur la réalisation de certains rapports. Puis c'est aussi d'aller diffuser les idées, les travaux du Shift, ce qu'on fait à travers aujourd'hui, notamment à travers ce groupe autour de l'enseignement supérieur. Alors au Shift, quand on travaille sur toutes sortes de sujets. Quand on travaille, quel que soit le sujet sur lequel on travaille, on a toujours la même grille de lecture. C'est celle qu'on appelle la double contrainte carbone. Donc, de quoi il s'agit? Le premier volet, c'est la contrainte climatique, c'est le dérèglement climatique, qui est issu, pour la plus grande part, de la condition des énergies fossiles, que sont le charbon, le pétrole et le gaz. On va y revenir beaucoup plus en détail dans le cours de la présentation, donc je ne vais pas m'y attarder à ce moment-ci. Et puis, l'autre contrainte, c'est la contrainte énergétique, dont on entend moins parler dans le débat public, qui est celle de l'épuisement des ressources fossiles. Donc, à titre indicatif, ces ressources fossiles, elles représentent 80% de l'énergie primaire utilisée dans le monde, c'est 50% pour la France, et d'après un rapport de l'Agence internationale de l'énergie, on aurait franchi en 2008 le pic de production de pétrole conventionnel, qui représente 4/5 du pétrole qui est consommé dans le monde, et on arriverait à maintenir cette production que grâce à du pétrole non conventionnel, c'est-à-dire les sables bitumineux, le pétrole de schiste, donc des pétroles qui sont beaucoup plus chers à exploiter et beaucoup plus polluants. Pourquoi c'est important? Parce que l'énergie, elle est omniprésente autour de nous, dans les objets qui nous entourent, dans les vêtements qui nous habillent, dans la nourriture. Tout ça, c'est fabriqué par des machines qui consomment de l'énergie, qui la plus souvent de l'énergie fossile. C'est transporté par des machines jusqu'à nous pour la consommer, par des machines, des bateaux, des avions, etc., qui consomment des énergies fossiles. Et ça contient souvent, c'est souvent des dérivés du plastique. L'alimentation, ça est basé sur des machines, des tracteurs, etc., sur des fertilisants qui viennent de la pétrochimie. Enfin, cette énergie, elle est vraiment omniprésente. Donc ce sujet d'approvisionnement et d'épuisement des ressources, c'est vraiment un sujet majeur. Pour ça, je me permets d'insister à ce temps-ci. L'autre chose, c'est que, effectivement, on a, bien sûr, il y a malheureusement encore suffisamment d'énergie dans le sol pour nous amener au-delà des objectifs des accords de Paris et 2 degrés, mais on a tout intérêt à diminuer notre dépendance par rapport à ces énergies. À titre indicatif, les principaux pays qui approvisionnent l'Europe en pétrole, leur production pétrolière en 2030, on prévoit qu'elle sera de 10 à 20% plus faible qu'en 2019. Donc on a vraiment un souci d'approvisionnement dont il faut être conscient. J'ai dit qu'on éclairait, qu'on influençait le débat, enfin que c'était notre mission. Donc en quoi ça consistait exactement? Quand on parle d'éclairer, en fait on produit des rapports comme celui dont on vous a parlé aujourd'hui. Quand on travaille, quel que soit le sujet, on a une approche, c'est de travailler avec les acteurs de terrain. Donc dans le cadre des rapports sur l'enseignement supérieur en gestion et finance, à titre d'exemple, il y a plus de 200 professionnels de l'enseignement supérieur en gestion finance ou de professionnels du domaine de la gestion et de la finance qui ont été mis à contribution, avec qui on a fait des groupes de travail, qu'on a interviewés, etc. L'idée, c'est d'avoir des recommandations et des outils qui soient en phase avec les préoccupations du terrain, raison pour laquelle on fonctionne comme ça.
L'autre chose qui caractérise le shift quand on travaille sur ces sujets-là, c'est qu'on parle très rarement d'euros. Au shift, on parle de grandeur physique, on parle de tonnes, on parle de mètres carrés, on parle, etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à oublier que nos sociétés, nos économies, elles reposent sur des flux d'énergie et de matière, elles reposent sur un climat stable et elles reposent sur une biodiversité en bonne santé. Donc quand on approche les sujets au shift, on l'approche du point de vue des grandeurs physiques. Je dirais que le rapport climat-sud finance, on parle de finance, c'est peut-être la seule exception au sujet, parce qu'on parle un petit peu plus d'euros dans ce sujet. Et enfin, donc je disais éclairer, influencer maintenant, ça consiste à porter ces recommandations, porter ces rapports auprès des parties prenantes qu'on a identifiées. Donc on a fait une analyse des parties prenantes lorsqu'on a travaillé sur ces différents rapports. Et donc comme on le fait aujourd'hui, Victor et moi, on présente ces rapports à des enseignants-chercheurs, à des directions d'établissement, mais aussi à des classements, à des accréditations, à des entreprises, bref, à tout un tas d'acteurs qui ont un rôle dans l'enseignement supérieur en gestion. À titre indicatif, on a fait partie des groupes de travail Abadi-Jouzel qui ont mené au rapport Abadi-Jouzel qui a été inspirant pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et qui a conduit aux recommandations qui ont été dictées d'intégrer ces notions aux formations d'enseignement supérieur. Et aujourd'hui encore, on fait partie des groupes de travail du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, on est assez actifs. Donc je le disais, on traite de nombreux sujets. On a des rapports qui portent sur la résilience des territoires, on a des rapports qui portent sur la santé, on a des rapports qui portent sur l'approvisionnement en gaz de l'Europe, sur la culture, etc., etc. Et on s'intéresse à l'enseignement supérieur depuis 2018. On a fait un premier rapport à ce moment-là qui portait sur l'intégration des enjeux écologiques et sociaux. Et à l'époque, on parlait, nous, plutôt des enjeux climat-énergie dans les formations d'enseignement supérieur. À l'époque, quand on appelait les établissements pour leur demander où ils en étaient à ce niveau-là, ils ne nous répondaient pas ou ils ne nous rappelaient pas. C'était en 2018, il y avait des manifestants dans la rue, des étudiants dans la rue qui manifestaient pour dire il n'y a pas de planète B, etc. Bref, le sujet n'était pas un sujet qui était sur le radar des établissements d'enseignement supérieur. Évidemment, depuis, les choses ont beaucoup progressé et on va y revenir aussi dans notre présentation. On a produit en 2022 un rapport qui est dédié aux formations des ingénieurs, puis ensuite un rapport qui m'a suivi business sur les formations de l'enseignement supérieur en gestion et qui m'a suivi finance sur les formations de l'enseignement supérieur en finance. Alors, notre point de vue au shift, c'est face aux défis historiques que représente cette transition écologique et sociale pour nous, pour l'humanité, il est important d'avoir une nation qui soit non seulement informée de ces enjeux, mais qui soit également formée pour pouvoir y apporter des réponses. Donc l'ambition qu'on a lorsqu'on produit ces rapports, c'est de faire en sorte que 100% des diplômés de l'enseignement supérieur soient formés aux enjeux écologiques et sociaux. Alors, quand on travaille sur ces sujets, alors bien sûr, on est conscient que cette intégration, la mise en œuvre de cette intégration, elle ne peut être homogène dans tous les établissements d'enseignement supérieur. Chacun a ses spécificités. Mais par contre, on a la conviction que tous les établissements, tous les programmes, tous les enseignants doivent s'approprier cette problématique pour en tirer les conséquences pour leur discipline. Alors voilà pour le shift, et voilà pour un petit peu avoir posé un peu le portrait. Quand on travaille sur les sujets d'enseignement supérieur, souvent on articule notre réflexion autour de trois grandes questions. La première, c'est pourquoi c'est important d'intégrer les enjeux écologiques et sociaux dans les formations d'enseignement supérieur. Ça paraît évident, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. La deuxième, c'est que doivent savoir les diplômés pour être des acteurs de la transition écologique dans leur vie professionnelle et aussi comme citoyens. Et puis la troisième, c'est comment on fait une transformation de cette nature au niveau d'un établissement. Donc, au-delà d'un cours, quand un établissement veut se transformer, quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce qui doit être mis en place. Donc aujourd'hui, on va articuler notre présentation autour de ces trois grandes questions. Alors la première question, c'est pourquoi ? Pourquoi transformer les formations de l'enseignement supérieur ? Il y a une première raison, et je pense que vous êtes tous au courant aujourd'hui. On observe un réchauffement climatique qui est extrêmement rapide. Si on compare la période 2011-2020 à la période 1850-1900, le réchauffement global est déjà de l'ordre de 1,1 degré.
Pour la France, ça se traduit par un climat plus chaud d'1,7 degrés. Et en fait, si on regarde bien, si on essaye de regarder un petit peu en arrière, il faut remonter à plus de 125 000 ans déjà pour identifier une période qui serait susceptible d'avoir connu une température déjà aussi élevée. Ce que je vous propose pour essayer de fixer un petit peu bien ce sujet, c'est essayer de se projeter dans ce qu'était l'Europe il y a 20 000 ans. Il y a 20 000 ans, l'Europe connaissait sa dernière ère glaciaire. Et concrètement, alors là, vous pouvez regarder plutôt sur la carte de gauche, en Europe, il y a 20 000 ans, on pouvait aller à pied en Angleterre. Le niveau des mers était 120 mètres plus bas. En Europe, il y a 20 000 ans, si vous vouliez aller à Berlin, il y avait 1 km de glace au-dessus de Berlin. C'est dire à quel point le climat, il y a 20 000 ans, et le décor finalement était radicalement différent que celui qu'on a aujourd'hui. Ici, on regarde, les mers étaient le niveau de la mer était 120 mètres plus bas. Il y a des plongeurs qui, il y a quelques décennies maintenant, ont découvert près de Marseille une grotte qui s'appelle la grotte Costière. Certains d'entre vous connaissent peut-être. Et en fait, c'était une grotte qui, à l'époque, était au-dessus du niveau de la mer. Et ces hommes préhistoriques, il y a 20 000 ans, ils dessinaient sur les parois de leur grotte, ce qu'on appelle les peintures rupestres aujourd'hui, la faune qui les entourait. Je vais faire une petite question pour commencer. À votre avis, il y a 20 000 ans, qu'est-ce qu'ils dessinaient les hommes préhistoriques sur les parois de cette grotte? Alors, je vous laisse certains ont des idées. À votre avis, quel type d'animaux pouvaient être dessinés sur les parois de cette grotte? Non, vous n'avez pas trop d'avis? Du gibier? Des mammouths? Les pingouins. Alors, je vais vous laisser évaluer le talent artistique de nos prédécesseurs préhistoriques. C'était, en effet, c'était avéré qu'on trouvait à cette époque-là, des pingouins dans cette zone-là. C'est juste pour qu'on suive que le climat était radicalement différent que ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Et si, peut-être une deuxième question du coup pour vous, à votre avis, il y a eu combien le climat global s'est réchauffé de combien de degrés entre il y a 20 000 ans et l'Europe qu'on connaît aujourd'hui, avec un climat beaucoup plus tempéré? On doit maintenant traverser la Manche pour aller en Angleterre, on peut aller visiter Berlin sans qu'il y ait 1 kilomètre de glace à surmonter. À votre avis, combien de degrés d'écart il y a entre ces deux Europes? Est-ce qu'on a des 10, j'entends là-bas. 15. 1. On est faible. Il y a uniquement 5 degrés d'écart. Le climat global, il s'est réchauffé de seulement 5 degrés entre il y a 20 000 ans et entre aujourd'hui. Et c'est vous dire en fait l'ampleur de la transformation que ça a impliqué au niveau des paysages, au niveau de la capacité même à vivre sur ce territoire, en fait qu'il soit habitable, entre il y a 20 000 ans et aujourd'hui. Et ça fait partie évidemment des éléments qui alertent la communauté scientifique, parce qu'on est en passe, en fait, en l'espace de 200 ans, d'avoir le même niveau de réchauffement global que ce qu'on aurait connu sur une période de 20 000 ans. Et donc c'est forcément difficile aussi à prévoir, même avec les meilleurs modèles, toutes les transformations que ça peut impliquer. Ce qu'il faut bien voir, et c'est quelque chose qui est maintenant intégralement reconnu par la communauté scientifique, c'est que ce réchauffement, il est bien d'origine anthropique. C'est-à-dire que l'origine de ce réchauffement climatique global, c'est l'homme. Si on peut regarder les climatologues réussissent à développer des modèles qui sont très sophistiqués pour être capables de mesurer comment devrait évoluer la température au niveau global. Et aujourd'hui, les climatologues
ils ont basé ces modèles initialement sur des facteurs naturels, que ce soit le soleil, que ce soit les volcans, que ce soit les cycles naturels. Et en fait, les climatologues, ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas expliquer ce réchauffement autrement que par le fait que par l'activité humaine, que par l'origine anthropique de ce réchauffement. Et ce qu'il faut voir, c'est que de la même manière que le corps humain, par exemple, est quelque chose de complexe. On est un système complexe, notre corps humain. Et en tant qu'humain, si on a de la fièvre, si j'ai 1 degré de fièvre, si j'ai 2 degrés de fièvre, bah, je ne peux pas forcément très bien. Si j'en ai 3, si j'en ai 4, si j'en ai 5, je peux me retrouver assez facilement dans une situation critique. C'est un peu la même chose qui se joue en fait, sur la planète, qui a un écosystème extrêmement complexe, et donc quelques degrés de réchauffement entraînent des perturbations qui sont majeures. Donc, vous êtes, je pense, tous au courant des accords de Paris et de cet objectif que se sont donnés 190 États à limiter à 2 degrés maximum, si possible 1,5 le réchauffement global. La raison pour laquelle cette ambition a été fixée, c'est parce qu'on sait qu'un réchauffement global de 3 degrés, comme c'est 3 degrés, c'est la trajectoire sur laquelle on est actuellement, si on regarde les engagements qui ont déjà été pris par les différents États et organisations à travers le monde. Bah, ce réchauffement de 3 degrés, il entraîne des transformations qui sont très fortes. Si on regarde juste la France, par exemple, là, s'il y a une augmentation globale de 3 degrés au niveau global, ça veut dire qu'en France, la température augmente-t-elle de 4 degrés. Ça veut dire, par exemple, 6 jours de canicule en plus par an. Et si on regarde, en fait, un réchauffement aussi fort, il n'y a jamais eu cette température depuis plus de 3 millions d'années, un tel réchauffement. Et il y a 3 millions d'années, il n'y avait pas de calotte glaciaire. Par exemple, au niveau du pôle Nord, il n'y avait pas de calotte glaciaire à cette époque-là. Donc, mécaniquement, ça veut dire qu'on verrait aussi le niveau des mers augmenter. Le niveau des mers pourrait s'élever jusqu'à 1,7 mètres en plus d'ici la fin du siècle. Ça veut dire aussi des centaines de millions de personnes qui seraient amenées à être déplacées. Ça veut dire des inondations qui auraient lieu, qu'on connaîtrait 3 fois plus d'inondations vis-à-vis de ce qu'on connaît aujourd'hui. Je suis en plein des glaciers qui reculeraient, fait qu'il y a 50% de la surface terrestre qui serait des zones arides. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est un monde à 3 degrés, c'est un monde qui se transforme profondément et qui perd en habitabilité. Parce qu'au final, c'est ça, c'est pas de savoir si la Terre sauver la planète, c'est plus quelle est l'habitabilité de cette planète, et c'est une habitabilité qui diminue, d'où l'enjeu de ne pas aller sur cette trajectoire à 3 degrés, mais bien de réussir à maintenir à 2 degrés et de limiter cette transformation de notre habitat et des conditions d'habitabilité de la planète Terre. Si on regarde ces sujets, ce qui est important de se demander, et c'est pourquoi on est là aujourd'hui, c'est du coup pourquoi on irait former les étudiants à ces enjeux de transition écologique. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un étudiant qui démarrerait par exemple ses études en 2020, il va vivre et être en tant que professionnel, en tant que citoyen, dans un monde qui est différent de celui dans lequel il est aujourd'hui, et dont le réchauffement serait compris entre 1,5 et 4 degrés en fonction en fait, des scénarios dans lesquels on vient s'inscrire. Même un professionnel qui serait né dans les années 90 et qui se dirait je veux reprendre mes études, eh bien il va, quand il revient en formation continue, il va aussi connaître un monde qui va évoluer entre 1,5 et 3,5 degrés. Donc, ce qui fait que les diplômés aujourd'hui des écoles, ils ont besoin de comprendre les enjeux structurants du monde dans lequel ils vont vivre, à la fois pour s'y adapter, mais aussi pour essayer d'atténuer et faire en sorte de se situer plutôt dans le scénario low, very low, que very high, comme on peut avoir tout en haut. On parle beaucoup de climat ici. Évidemment, ce n'est pas la seule des limites. Certains d'entre vous sont peut-être déjà familiers avec les frontières, les 9 frontières planétaires.
Ces frontières, c'est une manière de... ça a été construit par un groupe de scientifiques en 2009, qui est de plus en plus référence aujourd'hui, parce qu'il décrit les 9 processus qui en fait régulent la stabilité et la résilience du système Terre. Parmi ces limites, on retrouve le changement climatique, mais on va retrouver aussi par exemple la biodiversité, qui connaît aujourd'hui une extinction de masse comme on n'avait pas été vu depuis très longtemps, ou également par exemple la gestion des eaux. Alors, si vous voulez creuser, c'est une manière de se représenter qui est assez, des choses qui est assez intéressante. Et en fait, c'est à travers ce prisme que le ministère de l'Enseignement supérieur et ses collègues du Shift Project, on a retenu l'effondrement de la biodiversité, le changement climatique et aussi l'épuisement des ressources fossiles et des ressources minérales comme prisme de lecture et comme spectre d'analyse dans le cadre des rapports qui ont été publiés, notamment de Climat Sud Business, Climat Sud Finance et également dans le monde des écoles d'ingénieurs. Ce qu'il faut voir sur ces frontières planétaires, ces limites planétaires, c'est aussi que tout est extrêmement lié. Juste pour donner un seul exemple, si on dit on mise tous sur limiter le réchauffement climatique, mais la biodiversité, on considère que tant pis, on va se retrouver avec des océans ou des forêts en très mauvaise santé, capables de moins capter ce carbone, et du coup qui aggravent d'autant plus le problème derrière. Donc, tous ces phénomènes, toutes ces frontières planétaires sont extrêmement liés, d'où l'importance d'en avoir conscience, d'en avoir connaissance quand on parle de ces sujets. Alors, quand on parle de ces sujets, tout ça, c'est quand même assez loin des sciences, un certain nombre de disciplines qui sont enseignées à l'université. Les sciences de la gestion, les arts et lettres, les sciences humaines et sociales, les sciences de l'ingénieur et d'autres sont assez loin de ces disciplines. Pourtant, notre condition, c'est que tous et toutes, tous les diplômés et toutes les disciplines sont concernés par l'intégration des enjeux écologiques et sociaux. Pourquoi ? Parce que finalement, vous l'avez compris, ce monde en transformation, pour être au rendez-vous de cette transition, ça suppose des transformations profondes de nos sociétés, de nos économies, et tous les diplômés, toutes les disciplines ont un rôle à jouer dans cette transformation. Je vais vous en donner quelques exemples. Quand on parle par exemple des sciences de l'ingénieur, les ingénieurs, ce sont des gens qui sont formés pour concevoir des objets techniques, par exemple, sous contrainte. Pourquoi ne pas intégrer les contraintes planétaires dans les contraintes qu'ils doivent prendre en compte ? Quel est leur rôle finalement dans cette transition ? Est-ce que ce n'est pas d'évaluer les impacts sociétaux, mais aussi sur les limites physiques, de choix techniques ? Est-ce que ce n'est pas de minimiser ces impacts, de concevoir en minimisant ces impacts ? Au-delà de ça, les sciences de l'ingénieur et les ingénieurs, est-ce qu'ils n'ont pas un rôle à jouer pour répondre aux questions concernant la technique ? Est-ce que la technique doit nous libérer ? Et si oui, de quoi ? Est-ce que parfois la technique ne nous enferme pas ? Et comment on peut arriver à se distancier, à reprendre un contrôle sur les technologies qui influencent nos sociétés ? Donc voilà quelques questions, quelques thématiques qui sont peut-être plus spécifiques aux réflexions, au cœur des métiers d'ingénieur, pour lesquels ils ont un rôle clé à jouer. Si on se tourne maintenant vers les sciences de la gestion, eh bien, les managers qui travaillent dans des entreprises, dans une organisation publique, ont un rôle à jouer important dans cette transition aussi, puisqu'ils ont un rôle d'atténuer l'impact de leurs organisations sur ces limites planétaires, et un rôle aussi d'adapter leurs organisations à ces transformations, les adapter à des nouveaux risques, des risques physiques, par exemple des inondations d'infrastructures, à des risques de transition, par exemple des changements d'habitude des consommateurs, des changements réglementaires, comme nous notons dans le domaine de la finance, et à des risques de réputation, puisque les entreprises maintenant qui ne prennent plus en compte ces limites s'exposent à des poursuites juridiques. Donc vous voyez que les managers ont aussi un rôle à jouer dans cette transition. Si on se tourne vers les sciences humaines et sociales, les questions portant sur la technique, les questions portant sur l'ingénieur, c'est aussi des questions qui peuvent être
répondues par les sciences humaines et sociales. Leur rôle peut aussi être, par exemple, de concevoir des stratégies efficaces pour encourager des comportements individuels et collectifs plus vertueux par rapport à cette transition écologique. Les arts et lettres ont aussi un rôle clé. Quand on réfléchit aussi sur ces sujets, bien sûr, il y a le côté physique, mais il y a le côté imaginaire, il y a le côté envie. Qu'est-ce qui fait rêver les gens aujourd'hui? Et qu'est-ce qui influence ce qui fait rêver les gens aujourd'hui? Donc l'idée, pour les arts et lettres, ça peut être un rôle de construire de nouveaux imaginaires, d'inventer un futur qui soit compatible avec ces limites planétaires, de donner envie aux gens, non pas d'acheter un gros 4x4, mais de prendre leur vélo, par exemple. Donc voilà, c'est quelques exemples un peu anecdotiques, et je m'en remets à vous qui êtes expert de ces domaines pour trouver votre place dans cette transition. Mais notre perspective au Shift, c'est que tous et toutes les disciplines, à différents niveaux bien sûr, ont un rôle à jouer dans cette transition. Et si on en revient à la question de pourquoi former les étudiants à ces enjeux environnementaux, à ces enjeux écologiques, une des premières réponses, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les formations ne préparent pas encore du tout assez à mener cette transition. Si on regarde, il y a une étude qui a été réalisée par le Shift en 2019 sur 34 établissements. Dans les universités, il y avait seulement 7% des universités qui abordaient ces enjeux écologiques dans le cadre des cours obligatoires. Donc on voit bien qu'on n'y est pas encore. Alors, on peut espérer que ça a un petit peu progressé depuis 2019, mais on est encore au début de cette transformation. Et on a des étudiants qui ont besoin d'être formés. Une autre raison de pourquoi, si on regarde les actifs, aujourd'hui les actifs entre 25 et 29 ans, j'en fais encore partie, il y en a 75% qui considèrent ne pas avoir absolument pas été formés aux enjeux écologiques dans le cadre de leur parcours. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que si on s'intéresse ensuite aux personnes qui évoluent dans des entreprises, dans des organisations, dans des associations, il y en a aussi les 3 quarts qui disent « Ok, moi j'aurais besoin d'avoir été formé à ces enjeux, parce que je vois que mon métier évolue, parce que je vois que mon entreprise évolue, et je vois que le fait de ne pas avoir été formé peut être aujourd'hui un handicap et serait utile dans le cadre du métier que j'ai fait. » Voilà un petit peu pour fixer le cadre, le paysage, et puis il y a aussi une conviction qui est le fait que les générations qui seront formées à cette transition et qui demain vont arriver dans nos associations, dans nos entreprises, dans nos organisations, c'est elles aussi qui vont amener ces connaissances, ces compétences au sein de l'entreprise. Et c'est un enjeu encore plus fort aussi, et comment cette génération qui va arriver, elle ait ses connaissances, ses compétences, et qu'elle puisse les permettre aux organisations d'en bénéficier. Voilà en guise d'introduction, et maintenant, je vais te laisser prendre la suite. Alors, c'était plus qu'une introduction, mais en tout cas, on espère au moins vous avoir convaincu de la nécessité de transformer les formations d'enseignement supérieur. Et donc, après, se pose la deuxième question, c'est bon, ok, je suis convaincu, mais qu'est-ce que je dois enseigner à mes diplômés? C'est quoi quels sont les contenus de cours qui doivent évoluer? Et j'ai envie de vous poser la question, comme ça, avant de commencer, là, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut enseigner aux diplômés pour être des acteurs de cette transition en tant que citoyen, en tant que professionnel? À la main levée. Lancez-vous. Je vous écoute. Esprit critique. Bravo. 10 points pour Gryffondor. Oui? Peut-être 2-3 outils scientifiques, physiques, biologiques, Absolument. Des outils scientifiques, physiques, biologiques. Ouais. Parfait. Oui. 10 points pour Pouf Souffle. Je ne sais pas. Qui d'autre? Ils ont besoin d'avoir une vision holistique et systémique des situations, de la situation écologique et sociale. On a tendance à oublier le développement social. Absolument, tout à fait. Vous avez lu le rapport. Très bien, parfait. Bah, écoutez, c'est super. On a déjà un bon aperçu des choses.
La première chose, peut-être, avant de rentrer dans le contenu, c'est que finalement, il n'y a pas besoin d'être un expert du climat ou un expert de la biodiversité ou un expert des droits humains, par exemple, pour considérer les conditions de travail des sous-traitants, pour intégrer la biodiversité ou le climat dans ses décisions. On a bien conscience que ce sont des sujets qui sont effectivement des sujets scientifiques qui peuvent être parfois assez loin des disciplines dont vous êtes spécialiste. Mais l'idée, c'est pas de former des étudiants qui soient experts de ce sujet-là. Vous allez continuer à former des managers, des ingénieurs, des sociologues, des psychologues, etc. etc. Par contre, il faut avoir une bonne compréhension de ces enjeux, de bien comprendre la situation et d'être capable de passer à l'action en s'appuyant sur les experts appropriés. Donc ça, il faut avoir bien ça en tête. Et donc, pour être un acteur de cette transition en tant que citoyen et en tant que professionnel, ça prend des connaissances et ça prend des compétences. Donc, dans les travaux qu'on a fait au Shift, auxquels j'ai participé, on a essayé d'identifier ces connaissances et ces compétences. Moi, je l'ai fait pour les formations en management, un de mes collègues l'a fait pour les formations d'ingénieurs. Quand on regarde ça, il y a quand même un certain nombre de choses qui ressortent, qui sont assez transverses et qui nous semblent intéressantes de vous proposer, de vous présenter, et qui peuvent éventuellement s'appliquer à des domaines qui vont au-delà des sciences de l'ingénieur et des sciences de la gestion. Petite propos préambule avant que j'entre dans ce détail-là. On n'a pas du tout la prétention d'être exhaustif dans ce qu'on va vous présenter. C'est une proposition. On n'a pas non plus la prétention de vous dicter ce qu'il faut enseigner. Ce n'est pas du tout notre propos. Notre propos, c'est vraiment de se dire, si un enseignant veut commencer, veut intégrer ces sujets-là, qu'est-ce qui peut l'aider? Donc c'est vraiment une base, et à vous, en regard de votre contexte spécifique et de votre perspective sur ces enjeux-là, de compléter, modifier, amender ce qu'on va vous présenter là. La troisième chose, c'est que ce qu'on vous présente là, on ne l'a pas sorti tout seul de notre chapeau. Comme je vous l'ai dit, on a travaillé avec des acteurs de l'enseignement supérieur, des enseignants-chercheurs de tout un tas de disciplines, et des gens du monde des affaires, du monde de l'ingénierie, en fonction des rapports sur lesquels on a travaillé. Voilà, ceci étant posé, il faut des connaissances et des compétences. C'est une représentation très synthétique et schématique du socle de connaissances et de compétences qu'on a développé à la fois dans le rapport ingénieur et dans le rapport business. Bien sûr, comme je vous le disais, ils sont spécifiques à chaque domaine d'enseignement. Il y a un certain nombre de choses qu'on retrouve et sur lesquelles je vais mettre plus l'accent. Donc, sur votre droite, vous avez le domaine des connaissances, et sur votre gauche, vous avez le domaine des compétences. Je vais commencer par les connaissances. Donc, le premier niveau de connaissance qu'il faut avoir, c'est une bonne compréhension des contraintes physiques. Je vous l'ai dit, et Victor vous l'a dit aussi, on a retenu, et c'est en phase avec le ministère de l'Enseignement supérieur, l'effondrement de la biodiversité, le climat. Pourquoi? Parce que dans ce que Victor vous a montré là dans les processus, c'est deux qui sont extrêmement structurants. Et puis l'épuisement des ressources fossiles et minérales. Pourquoi? Parce que c'est des contraintes finalement qui pèsent sur l'humanité pour faire face à ces changements. Parce que typiquement, pour faire face à ces changements, on a besoin d'énergie, on a besoin de ressources, on a besoin de matière, et elles ne sont pas présentes en quantité illimitée. Donc c'est important de l'avoir en tête. Donc c'est ça les contraintes physiques qu'on encourage fortement à enseigner aux étudiants. Encore une fois, il ne s'agit pas d'en faire des physiciens, des experts, etc. Mais ce qu'il faut, c'est avoir des éléments de contexte, comprendre les grands ordres de grandeur, les mécanismes à l'œuvre, et puis l'interaction entre ces différentes contraintes. Les perspectives et les limites. Ça nous semble être quelque chose qui est non négociable. Bien sûr, quand on va parler à des élèves ingénieurs, on peut aller beaucoup plus dans le détail de la scientificité de ces aspects, versus des étudiants dans le domaine des sciences de la gestion ou dans le domaine des sciences sociales, où on va rester à un niveau beaucoup plus général. Mais il faut que tous aient une compréhension de ces enjeux. Pourquoi? C'est très important parce que ça leur permet d'avoir une compréhension du sujet et d'analyser des solutions potentielles, de ne pas se faire piéger par des fausses solutions, parce qu'on n'en comprend pas les tenants, les aboutissants, et on ne comprend pas vraiment le problème. Donc, et c'est important pour analyser les solutions proposées, éventuellement être force de proposition soi-même, etc., etc. La deuxième famille de connaissances qui nous semble essentielle à avoir, c'est les objectifs sociaux, les objectifs sociétaux. Alors, quand on parle d'objectifs sociétaux, en fait, quand on parle de transition écologique et sociale, l'objectif,
c'est à minima d'essayer de maintenir les conditions de vie de la majorité de la population, voire de l'améliorer. Alors quand on parle de conditions de vie, c'est quelque chose d'éminemment subjectif. Donc pour définir ces objectifs sociétaux, on s'est appuyé sur quelque chose qui fait consensus au niveau mondial, qui sont le volet social des objectifs de développement durable. Donc on parle de paix et de justice, de santé et de bien-être, d'éducation et de réduction des inégalités pour les générations présentes et futures. Là encore, l'idée, c'est pas d'être un expert des droits sociaux nécessairement, mais de comprendre l'état de la situation au niveau mondial, et puis les tendances, enfin, comment ça évolue, et puis les mécanismes à l'œuvre. Et puis, je dirais, un dernier volet, c'est que, nous, ce qu'on a constaté, c'est que les objectifs sociétaux, contrairement peut-être aux contraintes physiques, étaient souvent abordés dans les programmes. Par contre, ce qui nous manque, ce qui nous semble manquer, c'est la relation entre ces objectifs sociétaux et les contraintes physiques. Donc ça, souvent, c'est passé sous silence. Donc le côté systémique de tout ça. Il y a des interactions entre les contraintes physiques, mais il y a bien sûr des interactions entre les contraintes physiques et les objectifs sociétaux. Pour le dire un peu brutalement, on ne peut pas espérer résoudre la faim dans le monde sans prendre en compte le dérèglement climatique. Donc c'est important de comprendre les interactions qu'il y a entre ces différents niveaux. Ça aussi, ça nous paraît non négociable, et là encore, le niveau d'approfondissement de ces sujets variera en fonction des disciplines. Mais c'est important que les élèves ingénieurs soient formés aussi sur ces sujets-là. Par exemple, je prends l'exemple des élèves ingénieurs, parce qu'ils sont souvent plus loin de ces sujets-là. La troisième dimension des connaissances, c'est les leviers, et là, pour le coup, c'est des leviers qui sont spécifiques à chaque discipline. Donc, c'est les leviers qui sont à la disposition de la personne en tant que professionnel pour tendre vers les objectifs sociétaux tout en prenant en compte les contraintes physiques. Donc, sur quoi je peux agir en tant que citoyen, en tant que professionnel. Alors, on a fait le travail d'identification de ces leviers pour les sciences de l'ingénieur, pour les sciences de la gestion. Donc, je vais vous présenter quelques exemples dans ces deux domaines-là, en étant bien conscient que pour vos disciplines à vous, c'est à vous d'identifier ces leviers ou de vous reporter à la littérature qui travaille évidemment sur ces sujets. Donc, il y a différentes familles de leviers. Vous voyez les titres qui s'affichent dans la bande bleue là. Donc, dans les sciences de la gestion, finalement, il y a 6 familles de leviers. Des leviers qui ressortent des systèmes politiques, des systèmes juridiques et normatifs. Et là, vous allez pouvoir trouver des sujets, si vous êtes enseignant en droit, par exemple, dont vous pouvez aussi vous inspirer, parce que c'est pertinent pour ces disciplines-là. Des leviers qui relèvent des systèmes économiques et financiers, du modèle organisationnel et de la gouvernance, des systèmes culturels, pardon, il y en a 7, et de la psychologie et la sociologie du changement. Si on focus évidemment sur les systèmes économiques et financiers, qui est un peu plus le champ d'expertise des sciences de la gestion, mais notez que, en tant qu'étudiant des sciences de la gestion, je dois aussi avoir une compréhension des autres leviers. Par exemple, connaître la manière dont les grandes théories économiques prennent en compte ou pas les limites physiques de la planète. Ça nous semble nécessaire à avoir en tête. Comprendre le lien entre PIB, énergie et émissions de gaz à effet de serre. Ça nous semble être non négociable, très important à comprendre. Après, il y a des concepts dans le domaine de la finance verte, par exemple, qui sont importants à comprendre aussi. La comptabilité écologique, le principe de double matérialité. Ça parlera peut-être moins à des personnes qui sont plus loin des sciences de la gestion. Mais en tout cas, voilà, c'est un certain nombre de notions. Et encore une fois, l'idée, je n'ai pas la prétention d'être exhaustif, mais c'est aussi d'adapter ces connaissances en fonction du niveau de vos étudiants. Donc, un étudiant de première année, on va lui dire que ça existe, puis un étudiant de maîtrise, lui, il va évidemment maîtriser le sujet peut-être plus. Si je prends les sciences de l'ingénieur, vous voyez que les leviers sont un peu différents. Là, on parle d'avoir une compréhension sur les formations d'ingénieurs et la recherche scientifique, d'avoir des leviers qui relèvent plutôt des modèles de gouvernance, du système industriel, du système économique et financier qu'on retrouve, et du système juridique et normatif aussi qu'on retrouve, mais avec des connaissances qui sont un peu différentes. Un ingénieur, il doit avoir une compréhension de l'organisation du système industriel, avec les différents VEX, sont la taylorisation, l'ultra-spécialisation, etc., et de ses impacts sur nos sociétés, par exemple. Ça, c'était les connaissances. Maintenant, on va passer aux compétences, et on va retrouver beaucoup des choses que vous avez dites, enfin, la totalité des choses que vous avez mentionnées tout à l'heure. On a identifié 4 macro-connaissances. Encore une fois, celles que je vous présente là, qui sont affichées à l'écran, elles sont extraites du rapport Climat Business. Mais il y a quand même un certain nombre de choses là-dedans qui me semblent pouvoir être intéressantes
pour les autres disciplines. Donc la première macro-compétence, qui est assez transverse au-delà des sciences de la gestion, c'est d'adopter une approche systémique, vous avez dit holistique tout à l'heure, mais on se retrouve interdisciplinaire, je pense que c'est moi qui avait mentionné ça, et éthique. Donc, vous l'avez compris, je l'ai présenté tout à l'heure, ces connaissances, ces enjeux écologiques, ces enjeux sociaux, ils ont une nature profondément systémique. Il faut que les étudiants aient une ouverture par rapport à ce sujet-là, comprennent ce que ça veut dire. On l'a dit, ça fait appel à des sciences naturelles, des sciences physiques, qui sont souvent loin du champ de compétences des étudiants. Donc, il faut qu'il y ait une notion d'interdisciplinarité. Sans être un expert, j'ai besoin de pouvoir échanger avec des experts des autres domaines, communiquer avec eux. Si, par exemple, je suis un expert du marketing, je dois pouvoir être capable de commander une analyse de cycle de vie à un ingénieur et de comprendre les résultats qu'il va produire et d'en tirer les conclusions sur le portefeuille de produits que je gère, par exemple, si on prend un exemple tiré des sciences de la gestion. Mais donc voilà, donc, ça c'est, je dirais, une des macro-compétences qu'on identifie qui est assez transverse. Après, les autres compétences, développer un esprit critique, je pense qu'il y a aussi l'une d'entre vous qui avait mentionné ça, évidemment c'est très important. Je vais vous donner un exemple, ma propre expérience. Moi j'ai fait une école de gestion, j'ai aussi fait des études en psycho, mais à l'époque, c'était il y a très longtemps, on n'a jamais parlé d'enjeux écologiques. Et on m'a toujours présenté les choses qu'on m'enseignait comme si c'était la vérité. Voilà. Donc, je pense que c'est quand on... Voilà. Et du coup, l'idée, c'est aussi d'enseigner aux étudiants que la connaissance telle qu'elle est, les outils qui sont développés, qui sont enseignés aujourd'hui, ils sont nés dans un contexte particulier, un contexte historique, sociologique, géographique particulier. Mais que aujourd'hui, tout ça, ça a évolué. Et il y a peut-être un certain nombre de choses qui doivent être prises en considération. La connaissance de ces contraintes physiques, c'est quelque chose qui a émergé avec le temps et qui n'a pas nécessairement été intégré dans les outils ou les connaissances qui sont enseignées. Donc leur donner un peu de recul critique par rapport à ça. Concevoir la transformation des organisations, c'est plus propre aux sciences de la gestion, mais pourquoi pas aux sciences humaines et sociales aussi, d'agir individuellement et collectivement de manière responsable. Alors évidemment, quand on s'adresse à des enseignants, comme ça nous arrive assez souvent, il y a tout un tas de bonnes raisons, ou moins bonnes raisons, de ne pas faire ces modifications. Évidemment, intégrer les enjeux écologiques et sociaux, c'est pas simple, ça suppose un certain nombre de choses. L'un des obstacles, c'est le temps. Il faut du temps pour revoir ses contenus, il faut du temps pour se former, il faut du temps pour faire le lien entre ses enjeux et sa discipline, et il faut du temps pour revoir ses cours. Évidemment, au Shift, nous, on n'est pas du tout en faveur de ce qu'on a pu observer jusqu'à présent, c'est qu'il y a beaucoup de ces transformations qui se passent, beaucoup des cours qui sont changés. Finalement, c'est des enseignants qui sont de bonne volonté, qui prennent sur leur temps personnel, qui sont convaincus et qui le font. Donc ça, c'est bien, ça marche à petite échelle, et ça donne des résultats formidables la plupart du temps, mais ce n'est pas une transformation qui est à l'échelle, et surtout, ça ne doit pas reposer sur les épaules des individus. Vous avez déjà des charges de travail qui sont très importantes. Donc nous, ce qu'on recommande, et on va y revenir un petit peu plus tard, c'est que les institutions, elles reconnaissent ça, de la part de l'enseignant, elles leur allouent du temps pour faire ça. En tout cas, bref, ça prend du temps. Deuxième chose, c'est le sentiment d'illégitimité. Vous êtes spécialiste chacun dans votre domaine, mais je pense que dans la salle, il n'y a aucun de vous qui est climatologue ou qui est expert de la biodiversité. En tout cas, il y en a plus. Donc, c'est pas évident de s'approprier ces sujets-là, et c'est encore moins évident de les transmettre. Troisième sujet, c'est la motivation. C'est-à-dire qu'effectivement, je l'ai dit, ça prend du temps, ça prend des efforts, et c'est aussi la motivation pour des étudiants et des enseignants. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, vous êtes motivés, donc c'est plutôt bien. Mais aussi des étudiants, il y a un certain nombre d'étudiants, enfin un certain nombre d'enseignants qui sont préoccupés par le fait que mes étudiants, ils en ont marre quand on parle de ces sujets-là. Voilà, ça c'est aussi une chose qu'on peut entendre. Et puis, finalement, je dirais, il y a aussi le sujet de l'éco-anxiété. Donc ces sujets, c'est pas des sujets simples, c'est des sujets qui sont nouveaux. C'est pas évident d'enseigner ces sujets-là à des jeunes. C'est pas évident non plus pour nous en tant que plus seniors. On peut en témoigner, on travaille sur ces sujets-là au quotidien. C'est source d'éco-anxiété pour nous aussi. Comment on gère ça et comment
transfère pas cette anxiété, comment on enseigne ces sujets-là sans véhiculer, en prenant en compte le caractère anxiogène de ces sujets-là. C'est aussi un des sujets. Donc sur tous ces sujets, vous trouverez pas nécessairement des réponses, parce qu'il n'y a pas toujours des réponses, mais en tout cas des pistes de réflexion dans nos rapports. Alors ça, c'était la partie, voilà, qu'est-ce qu'on doit enseigner? Il me reste juste à couvrir la partie comment on transforme les formations. Donc, je l'ai dit, ça ne doit pas reposer sur les épaules d'un individu. Donc, fort de ça, ce qu'on a proposé au Shift, c'est un plan de transformation d'établissement à destination des directions et présidences d'établissement. Un plan en 7 étapes sur 2 ans. Là, encore une fois, on est bien conscient que chaque établissement a ses spécificités, a sa propre culture, a un niveau de maturité différent par rapport à ces sujets. Donc, on n'a pas la prétention de dire que c'est l'alpha et l'oméga de la transformation d'établissement. Mais par contre, si vous avez envie de faire bouger votre établissement, il y a des pistes, il y a des ressources, il y a des conseils que vous prendrez ou pas. Enfin, il y a des choses qu'on a mis à votre disposition dans le cadre de ces rapports. Je vais faire juste un zoom sur la première, engager les premières étapes, les premières actions de cette transformation. Bon, la première qui nous semble essentielle, c'est d'inscrire les enjeux écologiques et sociaux dans les priorités stratégiques de l'établissement. Parce que, mine de rien, intégrer ces sujets-là aux formations, c'est un gros projet de transformation, et qui doit être priorisé pour que l'établissement en vienne à bout, donc ça doit être inscrit dans les orientations stratégiques. La deuxième, c'est de former l'équipe de direction et le conseil d'administration ou l'équivalent pour votre établissement à ces sujets et aux enjeux écologiques et sociaux. Pourquoi? Parce que c'est, encore une fois, un projet très important qui demande du temps, qui demande des ressources, qui demande une implication à tous les niveaux, y compris de la direction. Et donc, pour que ça se passe vraiment, il faut avoir des gens qui sont convaincus. Et pour passer de la phase « je trie » à la phase « j'ai pris conscience du caractère systémique, massif et existentiel de l'enjeu », ça prend de la formation. Donc, nous, on recommande 20 heures de formation pour les équipes de direction et les supports. Troisième point, valoriser les engagements des étudiants, des enseignants et du personnel. Vous en faites partie, il y en a peut-être autour de vous, des enseignants qui sont déjà dans ce process de transformer leur contenu. C'est important que les directions reconnaissent cet engagement, d'une façon ou d'une autre. Soit en vous donnant des charges de cours, soit... évidemment, chaque établissement a des leviers qui lui sont propres, mais c'est important que ce soit reconnu. De même, au niveau des étudiants, qui, pour un certain nombre, s'engagent sur ces sujets-là. Enfin, et ça paraît peut-être le dernier point essentiel aussi, transformer les formations, ça commence aussi par donner un cours aux enjeux écologiques et sociaux à tous les étudiants. Nous, on recommande 48 heures de cours pour couvrir les enjeux écologiques, donc, dont on a parlé, biodiversité, climat, épuisement des ressources fossiles et minières. Donc 48 heures de cours sur un programme en 3 ans. Si possible, en début de cours. Ça nous paraît essentiel parce que ça permet ensuite de fixer les esprits et ça permet aux étudiants, quand ils vont avoir leur cours, je ne sais pas moi, de GRH, ou de gestion des ressources humaines, de sociologie, etc., et qu'ils seront face à un enseignant qui va évoquer ce sujet-là, de raccrocher le « Ah ouais, mais il parle de ça, je comprends bien pourquoi, parce qu'on est face à un enjeu systémique majeur, etc. » Donc voilà. Bien sûr, tous les acteurs ont un rôle à jouer. Ça ne repose pas encore une fois juste sur les établissements, sur les enseignants, les directions d'établissement. Il y a tout un écosystème autour de vous qui est important à prendre en considération. Et comme je l'ai dit, on a des recommandations à l'intention de tous ces acteurs. Donc on rencontre, je l'ai dit, on travaille au sein des groupes de travail du ministère de l'Enseignement supérieur. On porte ces recommandations auprès des classements, accréditations, organismes de certification, alumni, entreprises, financières ou non, là, je ne sais pas pourquoi financière sur cette slide, mais entreprises, associations académiques, etc. C'est vraiment notre travail là-dessus. On a, au-delà de cette présentation, des recommandations spécifiques pour ces différents acteurs. Au-delà de ce qu'on fait au niveau du Shift, il y a d'autres acteurs, au niveau du Shift Project, il y a d'autres acteurs qui sont des ressources pour vous, sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour faire ce travail-là. Un de nos partenaires au niveau de ces différents projets, c'est le Campus de la Transition, qui a édité le manuel de la grande transition, qui a fait une collection de 12 petits manuels très intéressants
qui justement font ce travail de réflexion au niveau de différentes disciplines qui vont au-delà des sciences de la gestion et des sciences de l'ingénieur. Il y a vraiment, ça embrasse très large et vous y trouverez, je suis sûr, un manuel qui va vous parler. Donc petit manuel, des petits livres, c'est vraiment bien fait. Là encore une fois, rédigé avec des experts des différentes disciplines. Je vous encourage à aller voir sur leur site. Il y a pas mal de choses. Et le campus propose également des formations pour les enseignants. Donc voilà, si vous avez envie d'être formé sur le sujet, adressez-vous à eux. Il y a les shifters, je vais peut-être te laisser en parler. Ouais. Côté shifter, il y a une plateforme qui existe qui s'appelle enseignerleclimat.org et qui est une plateforme open source sur laquelle n'importe quel professeur qui a commencé à monter un cours, qui a des supports, peut aller le partager, mais aussi aller récupérer d'autres supports qui ont été construits. Donc c'est une plateforme qui est en train de grandir et qui peut être une source d'inspiration absolument intéressante. J'en profite d'ailleurs pour mentionner, pas côté shifter, mais directement côté Shift Project. Si vous tapez sur Google Climat Sub Business, vous allez accéder à la page du Shift Project avec l'ensemble des ressources qui ont été élaborées par Kelvin, par Martial et l'équipe du Shift en charge de ce projet. C'est extrêmement riche. Vous allez pouvoir trouver notamment, par exemple, il y a un tableau Excel que je vous recommande, qui est sur le socle de connaissances et de compétences, qui disent vraiment sur ce qui est démontré tout à l'heure sur l'ensemble des compétences, des connaissances, quel est le détail qu'on peut aller chercher derrière et quelles sont les ressources, quelles sont les ressources documentaires qu'on peut aller trouver. Et il peut vraiment qu'il y ait un travail mâché pour plein de disciplines. Pour une fois, c'est comment vous voulez vous en servir pour vous en inspirer. Mais il y a beaucoup à disposition. Il y a aussi des ressources. Il va y avoir des webinaires spécifiques sur des ateliers où on a pris des professeurs qui ont essayé de faire changer les choses, par exemple dans le marketing, dans la finance ou dans des disciplines hors des sciences de gestion. Il y a beaucoup de ressources aussi directement sur cette page. Donc je pense que ça va être intéressant aussi en termes de ressources. Et puis il y a la coopérative enseignante. Je vais peut-être te laisser parler. Et évidemment, toutes les ressources sont disponibles gratuitement sur notre site. Alors, la coopérative enseignante, c'est l'initiative Shifters Shift. En fait, de quoi il s'agit? Comme on l'a dit, il faut former 48 heures des étudiants aux enjeux écologiques. Et ce n'est pas tous les établissements qui ont soit les enseignants, soit les vacataires, enseignants permanents ou vacataires, qui peuvent donner ces cours-là. Donc, c'est parti de ce besoin-là. C'est souvent comme ça, on regarde c'est quoi les besoins, comment on peut aider. Et donc, il y a 2 shifters auxquels je me suis joint, qui ont créé une coopérative d'enseignants de la transition. Donc l'idée c'est de mettre en relation des besoins d'établissement avec des vacataires qu'on aura préalablement qualifiés, c'est-à-dire dont on se sera assuré de la qualité du contenu, de la scientificité du contenu et de la qualité de l'approche pédagogique. Et donc on fait la mise en relation, nous sont membres de la coopérative, on fait la mise en relation et après vous gérez cette relation avec eux de façon à ce que vous puissiez éventuellement donner ces cours-là. Voilà. Il y a une autre initiative, Shift Shifters aussi, qui est une communauté de pratique d'enseignants-chercheurs. Donc l'idée c'est quoi? C'est, je ne sais pas si c'est le cas de certains et certaines d'entre vous, mais ce qu'on constate c'est qu'il y a déjà pas mal d'enseignants qui ont du travail, qui ont une réflexion là-dessus. Mais parfois ils sont assez isolés, soit parce qu'ils sont dans un UFR ou dans une équipe qui n'est pas trop partie prenante de ces sujets, soit voilà. Donc l'idée c'est de mettre en relation des enseignants-chercheurs par discipline, donc que des enseignants-chercheurs de la même discipline, par groupe de 5 à 7, qui se retrouvent une fois tous les 2 mois animés par un shifter pour réfléchir sur comment intégrer les enjeux à mes cours. Donc l'idée c'est que nous on fournit le support et l'ordre du jour des premières réunions, pour aborder un certain nombre de sujets, etc., développer un certain nombre de sujets. Et puis après, le groupe s'autonomise et vous décidez au sein de ce groupe ce que vous voulez faire. Vous voulez travailler sur un cours, vous voulez travailler sur un cas, vous voulez travailler sur, je sais pas, un article ensemble. Voilà, vous autonomisez l'objectif que vous voulez vous donner. Mais vous êtes avec des gens qui sont dans la même dynamique que vous, qui ont envie de faire avancer les choses et qui sont dans la même discipline. Donc si vous voulez vous inscrire, si vous êtes intéressé, vous avez le QR code là qui donne accès à un formulaire
c'est quelque chose qu'on est en train de lancer, donc on commence juste à en faire la promotion. Ne vous attendez pas à être mis dans un groupe demain, mais en tout cas, si vous voulez vous inscrire dans ce genre de choses, voilà. Et puis pour terminer, il y a des gens qui parlent de leur appareil photo, c'est bon, ok. Pour terminer, il y a l'UVED, que vous connaissez peut-être, qui propose des MOOC, tout un tas de formations à l'Anthropocène sur son site, avec pas mal de ressources pour se former soi-même, pour former les autres. Voilà. Donc ça fait le tour des ressources, et ça fait le tour des propos qu'on voulait avoir avec vous. Et maintenant, on serait très très heureux de pouvoir prendre quelques questions et de pouvoir y répondre. Merci de votre attention. Oui. Merci beaucoup. C'est très bien que vous m'avez beaucoup de freins avec cette boîte à outils. J'ai une question qui ne concerne pas l'évolution de nos cours, mais plutôt l'évolution des formations qui sont ouvertes, fermées à l'université. Sachant que je n'y connais absolument rien, je connais effectivement c'est pas du tout dans les commissions de ça. Excusez la naïveté de ma question, mais est-ce que vous avez réfléchi à ces questions-là et comment on évalue l'employabilité à long terme d'un diplômé dans un monde avec des contraintes? Et est-ce que c'est une bonne raison pour décider de fermer une formation? Alors, non, on ne s'est pas positionné sur les formations ouvertes ou fermées au sein de l'université. On n'a pas de vision par rapport à ça. Sur l'employabilité, évidemment, c'est un sujet qui revient souvent, de dire quid de l'employabilité de nos étudiants quand on intègre ces sujets-là. Nous, ce qu'on voit, c'est que il y a tout un tas de domaines où il y a une pénurie d'étudiants formés sur ces sujets-là. Si on regarde, je vais parler des choses que je connais le mieux, le domaine de la finance ou le domaine des sciences de la gestion. Dans le domaine de la finance, il y a une pénurie d'étudiants en finance formés sur les enjeux écologiques qui sont capables d'intégrer ces sujets dans leur formation. Il y a des formations qui s'ouvrent et en général, elles ont un grand succès et le nombre d'étudiants est croissant dans ces disciplines-là. Donc voilà, il y a probablement des domaines où c'est pas le cas, je ne peux pas parler de ces autres domaines. Au chiffre, on a une réflexion sur l'emploi en général. L'évolution de l'emploi en lien avec cette transition qui a été menée. Et ce qu'on voit, c'est que cette transition, elle a un impact plutôt positif sur l'emploi, mais évidemment, il y a des déplacements, donc il y a des destructions d'emplois à certains endroits, des créations d'emplois à d'autres endroits. D'autres endroits, je ne suis pas qualifié pour aller plus loin que ça dans ce détail, sur cet aspect. Autre question? Oui. Merci pour votre intervention. Vous avez indiqué sur les données que les écoles de commerce avaient été un petit peu plus en avance sur la mise en place de ces notions en termes de formation. Est-ce qu'on sait, avec le recul maintenant, comment ils ont fait évoluer la marche, les procédures au sein des entreprises dans lesquelles ils ont été intégrés? Alors la question c'est est-ce qu'on sait comment les diplômes qui ont été formés déjà sur ces sujets-là ont fait... Alors la réponse rapide c'est non, on ne suit pas ça, donc c'est difficile, on n'a pas de retour objectif sur ça. La deuxième réponse c'est dans l'étude que vous avez vue, les résultats que vous a montré Victor, donc c'est l'étude qui date de 2018-2019. En fait on a été très souple dans l'interprétation des données. C'est-à-dire qu'en fait, on a regardé l'intégration des enjeux énergie-climat et on a regardé les syllabies des cours, on a étudié les syllabies des cours, des programmes, et on était extrêmement large dans les mots-clés qu'on cherchait. Autrement dit, si vous parliez par exemple de permaculture, ou je ne sais pas, de déforestation, clac, vous qualifiez pour... Donc autrement dit, ce 7% ou ce X% que vous avez vu dans les écoles de commerce, il est déjà très très conciliant, c'est probablement ça. Mais savoir ce qu'ils ont mis en œuvre, c'est difficile à dire. Sur cette partie, si je peux juste faire un petit témoignage, je disais en introduction, j'ai suivi une formation en sciences de gestion, mais pas été formé sur ces enjeux dans le cadre de mon cursus. Pour autant, par différents engagements, je me suis formé sur ces sujets. Et concrètement, comment ça se passe? J'étais précédemment dans l'entreprise, dans le secteur de la technologie, typiquement, m'étant formé sur ces enjeux, forcément en essayant d'avoir un petit peu de recul aussi sur l'activité de l'entreprise, c'est voir aussi comment on peut essayer de faire évoluer potentiellement les choses en interne.
Et typiquement, à ma maigre échelle, c'était de comment mettre en place des formations, des sensibilisations des collaborateurs et déployer typiquement des outils comme la fresque du climat et faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs soient déjà formés, parce qu'il y avait un enjeu de formation en interne des collaborateurs de l'entreprise qui n'étaient pas du tout sensibilisés à ces sujets. Donc comment on peut pousser ça auprès d'une direction, comment derrière on peut pousser pour initier une démarche bilan carbone, typiquement, au sein d'une entreprise, parce que on est capable d'être pas seul, mais d'être plusieurs, être conscient de ces enjeux, être capable d'aller faire remonter ça, par exemple à une direction, et de mettre en avant pourquoi c'est important, pourquoi c'est un sujet qui peut être traité maintenant. Donc le fait d'avoir ce bagage théorique, ce bagage de formation, permet aussi de construire de la légitimité et d'apporter des discours derrière. Et ça fait partie des enjeux qu'on va retrouver. Et encore une fois, ça peut se retrouver, je parle d'un exemple sur le secteur du numérique, mais ça peut se retrouver dans n'importe quel métier, parce qu'il y a des transformations tellement importantes qui ont lieu, que ce soit au niveau de l'Europe, en termes de réglementation, par exemple, qui est en train de s'imposer à l'ensemble des entreprises, avec la CSRD, avec l'ensemble des normes que ça impose et des transformations de certains métiers, qu'aujourd'hui, encore une fois, l'enjeu c'est plus la pénurie de compétences, de connaissances et de savoir si par exemple je suis comptable, je suis expert comptable, je vois que le sujet de aller demain auditer des rapports environnementaux d'entreprise, je vais devoir m'en saisir mais j'ai aucun bagage, c'est plus compliqué. Donc tout l'enjeu c'est face à ces transformations qui sont en train, et si on va dans le détail des rapports, il y a par exemple des détails par fiche de métier. Donc on peut aller dans le détail de demain dans le contrôle de gestion, demain dans le marketing, demain on est plus dans le domaine des sciences de la gestion, mais il y a 8 ou 9 fiches métiers comme ça, de voir comment ces métiers ils vont évoluer concrètement. De quelles compétences, de quelles connaissances je peux avoir besoin, en sachant que c'est un chemin, qu'il ne s'agit pas de dire le métier demain il va ressembler à ça. Non, par contre, si j'ai ce bagage de compétences, si j'ai ce bagage de connaissances, non seulement je peux être peut-être plus à l'aise dans la manière dont mon métier va évoluer, et puis participer aussi à cette transformation. Voilà. J'espère que ça répond un petit peu à la question. On a d'autres questions? Oui. Alors, j'aimerais bien des micros, mais vous avez parlé d'éco-anxiété des étudiants, mais il y a aussi peut-être une forme de lassitude qui peut s'installer chez certains d'entre eux, dans le sens où là encore nos étudiants actuels, ils n'ont pas forcément beaucoup vu au collège, au lycée ou autre. Mais j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération qui va arriver où on bassine tout ça dès le collège avec les fresques du climat, du numérique et tout ça. Est-ce que vous avez réfléchi à des outils à nous, professeurs d'étudiants en études sup, où on pourrait aller encore plus loin justement pour éviter cette forme de lassitude qu'on va avoir, ou l'impression que tout repose sur leurs élèves à eux, ce qui nous dit souvent. Alors la question de la lassitude des prochaines générations d'étudiants, je reformule pour que les autres puissent entendre votre question, sachant que ce n'est pas quelque chose que vous observez maintenant, mais c'est quelque chose que vous anticipez pour les prochaines générations d'étudiants quand on entend parler de ce sujet. C'est effectivement une bonne question. J'aurais deux niveaux de réponse. La première, c'est attention à la lassitude, je dirais, qui est basée sur le fait qu'on entend souvent parler d'un sujet de manière superficielle. Autrement dit, je n'ai pas de vision sur quels sont les enseignements qu'ont pu recevoir ces jeunes et est-ce que ça correspond à ces 48 heures ou à peu près sur ces sujets-là. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que déjà, dans un certain nombre d'établissements, on nous dit « ouais, mais nos étudiants, ils en ont marre d'entendre parler de ce truc-là ». Mais quand on parle avec les enseignants, on se rend compte que, ouais, ils en ont marre, mais dans le fond, ils ne savent pas vraiment. Et pourquoi? Parce que quand est-ce qu'ils ont eu 48 heures de cours sur ces sujets-là? Jamais. C'est pour ça qu'on milite pour avoir ce volume d'horaire de 48 heures, c'est possible, etc. Mais ce volume horaire-là, pour vraiment traiter les sujets dans le fond, qu'on comprenne vraiment les sujets. Après, qu'on s'en lasse, pas de problème, mais au moins on sait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on traite à fond les sujets, c'est pas de la lassitude qu'on obtient, c'est plutôt de la passion. Donc, quand on commence à mettre le doigt là-dedans et à comprendre les sujets, à se rendre compte de l'importance que ça a,
et de leur diversité, du nombre de coups par lesquels on peut les prendre, que soit on est quelqu'un qui vient des sciences dures, soit on est quelqu'un qui vient des sciences humaines, etc. On se rend compte que toutes ces dimensions-là, c'est des choses auxquelles on peut contribuer, qui sont passionnantes, etc. Donc voilà. Donc, je ne sais pas. Alors ça, c'est mon premier niveau de réponse. Mon deuxième niveau de réponse, mettons que le travail ait bien été fait avant, et qu'effectivement, les étudiants qui arrivent à l'université soient bien formés sur ces sujets-là. Et qu'ils soient, mettons-moi là, effectivement, il y a une idée de monter niveau, c'est-à-dire que de faire évoluer les contenus pour faire en sorte qu'ils aillent un cran plus loin. Et en l'occurrence, je pense que la conséquence, c'est que ça éliminerait la nécessité de faire ce 48 heures de cours pour tous les étudiants qui arrivent à l'université. Et pour le coup, ça vous permettrait, vous, prof de, je ne sais pas, psychologie, sociologie, d'aller beaucoup plus loin dans votre domaine. Un peu comme ça, je répondrai à ce sujet. Oui, monsieur. La lassitude, elle peut aussi venir du manque d'exemplarité des structures où ils vont arriver. Parce qu'à force d'en entendre parler, puis de voir qu'il finit, il ne se passe rien dans certaines universités ou écoles, parce qu'on ne sait pas, parce qu'il y a plein de choses qu'on dit qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas, ça peut être une crée de la lassitude en disant quoi. Et puis une remarque que j'aurais, c'est sur l'importance de la démarche scientifique aussi, parce que pour lutter contre la désinformation qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux ou sur Internet, il faut que nos étudiants soient encore plus formés à la démarche scientifique. Et ça, c'est le travail de l'université, parce que c'est un endroit qui devrait être exemplaire et favoriser cette connaissance de la science de façon générale. Absolument, tout à fait d'accord avec ça. Après, sur la question de l'exemplarité, c'est aussi faire attention à ne pas se prendre dans ce piège-là pour ne rien faire. C'est-à-dire qu'il y a plein de sujets qui peuvent être adressés dans un établissement d'enseignement supérieur sur cette question de l'exemplarité. C'est sûr que c'est important, il faut être cohérent. Après, le cœur du sujet, c'est de changer l'enseignement, essayer d'être cohérent à côté, mais pas perdre de vue l'argument « Ah ouais, mais bon, à quoi ça sert d'enseigner alors que vous avez encore des gobelets en plastique ?» C'est aussi de la résistance au changement d'une certaine façon. On ne peut pas être bon partout. Donc il faut faire des choses. Autre question? On a encore un petit 6 minutes ensemble. Oui. Juste à partager, parce qu'on parle de l'évolution des métiers existants dans la formation qui sont proposées aux étudiants, mais il y a aussi des métiers qui vont être nouveaux. Enfin, il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître, des métiers qui vont être accélérateurs de l'adaptation des organisations au réchauffement climatique. Et du coup, ce que j'étais en train de me dire, c'est qu'il y avait aussi une part de créativité. En fait, il y avait aussi des enjeux de créativité auprès des étudiants aujourd'hui, maintenant, des espaces de créativité à créer, peut-être, je veux toujours sur la valorisation de l'engagement, etc. C'est aussi des éléments qui vont permettre de les mettre dans ce dynamisme-là, qu'ils ne soient pas étonnés plus tard, qu'ils aient un métier qui n'existait pas déjà. Oui, absolument. Donc, l'émergence de nouveaux métiers, la créativité, il y a beaucoup de choses. Ça soulève beaucoup de questions. Cette transformation et bien sûr tous les choses nouvelles qui vont apparaître. J'ai envie aussi peut-être de renvoyer la balle aussi au niveau des disciplines et de la recherche. C'est-à-dire que les questions qui sont soulevées par la transition écologique et sociale, elles s'adressent aussi aux disciplines de l'enseignement et elles soulèvent des questions de recherche. Donc il y a aussi de la place pour les enseignants-chercheurs qui sont intéressés par ces sujets-là, d'explorer les nouveaux sujets, de défricher les nouveaux sujets, d'apporter des réponses innovantes aussi. Et justement, sur ce point, je pense que ça fait partie des freins que certains enseignants qui vous avez dit de cet enseignement, parce que ça veut dire bousculer aussi tout notre processus, notamment en gestion, en marketing, etc., sur des sujets de recherche qui vont être nouveaux, on doit s'approprier ou traiter différemment. Et je pense que ça perturbe aussi énormément de collègues qui sont restés dans des logiques business. Oui, on est d'accord, c'est aussi un obstacle, c'est sûr. Opportunité, obstacle, crise. On est toujours en même temps de noter la situation. Et pour la lassitude, j'en profite comme il n'y a pas d'autres questions. L'Observatoire de la consommation responsable au Québec montre que 80% des Canadiens en ont ras-le-bol en fait d'entendre parler d'écologie. On a vu la même pompe avec Eva et je fais référence à ça. Et il y a peut-être un moyen aussi d'éviter la lassitude, c'est de proposer des solutions. Parce qu'en fait, très
complètement d'accord avec ça. Dans le cadre de l'équipe du groupe de travail qu'on a avec les shifters, on est amené à parler avec des étudiants aussi, leur demander ce qu'ils pensent de ces questions. Et en effet, quand on parle de cette lassitude, c'est pas le temps des étudiants qui expliquent que le climat, ils n'en ont rien à faire. C'est pas ça le retour qu'on a. Par contre, c'est vrai, c'est peut-être la manière dont c'est traité. Avoir l'impression que on le traite, la RSE finalement, c'est une chose parmi d'autres et que c'est un sujet comme s'il était vu comme pas vraiment encore stratégique et dans les enseignements qui sont proposés sur ces sujets, que ça soit traité un peu à la surface. Et ça, en effet, ça peut limite être pire que mieux en arrivant à une conclusion personnelle, comme si ces enjeux finalement étaient traités comme ils étaient peut-être encore traités il y a 10-20 ans, quand la RSE était en train de naître, en périphérie des entreprises. Alors que ça, c'est le contraire qui est en train de se passer dans les entreprises, qui, elles, doivent se structurer, et quand on voit qui doivent se structurer, faire évoluer justement leur métier, et aujourd'hui, à travers ces rapports, à travers il y a besoin de compétences, de connaissances qui peuvent être très précises, et qui peuvent correspondre à la recherche de savoir, d'apprentissage de ces étudiants. Ok, pour apprendre des sujets sur l'environnement, mais j'ai déjà compris, alors je sais pas, j'ai déjà fait une fresque du climat, j'ai déjà compris les enjeux, on va dire, globaux. Comment je vais plus loin et c'est ça tout l'enjeu finalement des rapports, c'est parce qu'il y a un enjeu de formation aussi des professeurs sur ce sujet, de formation des étudiants pour comment on va réussir à transformer des cours qui sont dans des matières existantes, des cours qu'on a déjà des cours de finance, des cours de marketing, comment je les transforme pour répondre aux enjeux que vont avoir demain les étudiants dans leur métier. Et ça c'est un enjeu qui est à la fois passionnant, parce que l'objectif ça peut être de passionner des étudiants avec ces sujets, mais oui, il y a un travail collectif à faire et qui reste à faire. On est sur ce chemin et c'est vraiment toute l'ambition aussi des groupes de travail, de profs qui ont envie de travailler sur ces sujets et de voir qu'est-ce que je peux faire concrètement, comment je vais intéresser mes étudiants sur ces sujets, parce que ça demande d'être structuré et si on veut réussir à répondre aux enjeux de cette transition. En plus, ces cours existent déjà dans chacune des disciplines. Les signes doivent bien évoluer en allant vers ce sens-là. Donc, je pense que c'est possible. Mais il y a des connaissances, il y a des choses qui existent déjà. Après, c'est comment se les approprier, comment les mobiliser pour les étudiants. Et de fait, l'éco-anxiété des étudiants, je trouve que c'est un faux problème. Ils le sont déjà. Enfin, ils sont déjà 75% à être hyper éco-anxieux. C'est pas en leur donnant un cours supplémentaire qu'ils vont être plus. Au contraire, on leur enseigne les solutions pour répondre à ces problèmes. Complètement. Bête. Je sais pas s'il y a certains étudiants dans la salle. Ce soir, c'est étudiant. Ok. Vous êtes éco-anxieux, mais entre nous, dans un Très bien. Oui, parce qu'effectivement, enfin. Question. Il y a une question. Pardon, vas-y. Je voulais juste préciser qu'un bon enchaînement avec la fresque du climat et les étudiants en Parcoursup, c'est l'atelier d'automne, qui lève beaucoup d'anxiété sur les informations. Alors c'est plus à titre personnel en tant que citoyen, plus de notre métier, mais par contre c'est un bon levier pour plutôt donner une motivation à la vie. Pour donner une motivation. Écoutez, je vous remercie toutes et tous de votre attention, de votre intérêt, de vos questions. On reste de toute façon ici. On fera un plaisir de pouvoir discuter avec vous après. Je vais laisser François conclure. Je ne sais pas si finalement je vais conclure ou je vais plutôt ouvrir, je crois. C'est un peu compliqué de conclure. Je disais en introduction tout à l'heure et je citais Gladstone, je disais l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Ce que je trouvais intéressant, j'espère que vous aurez partagé cet intérêt, c'est que vous avez ouvert beaucoup de pistes autour de ces trois interrogations finalement. Pourquoi est-ce qu'on doit transformer, qu'est-ce qu'on doit savoir et comment on doit transformer aujourd'hui les formations et les établissements. J'aurais tendance à dire effectivement ce sont bien les établissements et dans tout ce qui fait la diversité des établissements, on a à la fois besoin, on a parfois beaucoup centré les discours sur les enseignants et les enseignants-chercheurs, mais sans le support de tous les services qui font vivre les universités et l'université dans tout cela, sans doute qu'on sera bien incapable de s'interroger sur notre impact numérique, de savoir ou d'interroger notre mobilité internationale, de voir avec qui on peut travailler de manière intelligente. Donc moi, ce que je retiens, c'est que finalement, on a chacun notre rôle à jouer. C'est un rôle qui a d'autant plus d'impact que nous sommes communauté, qu'on fait système, qu'on travaille en transversalité,
que cette démarche avec les étudiants, mais aussi les personnels, finalement, qu'on fasse l'université. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui nous relie. Et vu que j'ai commencé par Bergson, je me suis dit que j'allais devoir finir par Bergson aussi. Il disait je ne vois finalement qu'un moyen de savoir jusqu'où on peut aller, c'est de se mettre en route et de marcher. Donc je vous souhaite de pouvoir marcher tous ensemble.